Professeur Hulot, bonjour. Avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter, où vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis cardio-pharmacologue, je suis le directeur du centre d'investigation clinique de l'hôpital européen Georges Pompidou, donc je suis professeur des universités à Paris 5 et praticien hospitalier, avec une activité très tournée sur le développement et l'évaluation dans l'insuffisance cardiaque, en cardiovasculaire en général, et puis plus récemment sur les aspects de cardio-oncologie aussi qui nous intéressent, parce que c'est vraiment de la pharmacologie cardiovasculaire au premier niveau. Les tentacules de la cardio s'étendent un Voilà, peu partout. s'étendent et font en transdisciplinaire maintenant. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que vous êtes intervenu aujourd'hui sur une session dans laquelle il était question des nouveaux engins connectés. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu le thème de votre intervention? Bien sûr, alors pourquoi un pharmacologue s'intéresse aux objets connectés? Parce qu'on traite bien que ce qu'on diagnostique bien. Bon. Et donc l'intérêt que je vois de manière majeure sur l'expansion de ces objets connectés en cardiologie, c'est d'être capable de beaucoup mieux détecter des formes de maladies particulières. Et là, le symposium qu'on a discuté était vraiment sur les maladies rythmiques. Et donc notamment la fibrillation auriculaire, mais pas que ça, dans la syncope, etc. Et donc il y a un objet sur lequel on participe au développement qui s'appelle CardioSkin, qui est un t-shirt connecté. Alors l'avantage par rapport à beaucoup d'objets, c'est que tout le monde s'habille. Et donc là on va s'habiller avec un t-shirt qui intègre 15 dérivations d'électrocardiogramme, un petit module en fait de télétransmission, et puis un accéléromètre à l'intérieur qui permet de voir l'activité si vous bougez, et qui donc permet en temps réel quasiment d'envoyer les données de l'électrocardiogramme d'un patient, ainsi que son activité physique, son dynamisme, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il est au repos, et qui donc remplace a priori une version Holter, avec donc un deuxième avantage, c'est qu'on a une capacité en fait d'enregistrement continu, finalement il suffit de s'habiller. Donc on peut aller jusqu'à 14, 28 jours, même plus s'il y a besoin. Donc c'est très intéressant pour détecter des événements fins de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus spécifique, et donc c'est ça dont on a discuté lors de cette session. Donc c'est un enregistreur à mémoire solide importante et qui télétransmet. Et qui télétransmet. Voilà. Ensuite, donc une application, c'est des applications particulières en rythmologie, donc dans lesquelles vous l'avez expérimenté? Alors donc, bien entendu, la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, et c'est ce qui a été discuté, c'est la fibrillation auriculaire, les AVC cryptogéniques par exemple pour détecter. Alors ce qu'on a montré, c'est par exemple quand vous faites un Holter de 24 heures, ce qu'on fait souvent, parce qu'on est démunis, c'est ce qu'on a. En gros, c'est 1,5% de chance de trouver une fibrillation atriale, alors qu'en fait, on pense que c'est à peu près un tiers des accidents vasculaires qui sont cryptogéniques. Il faut faire des enregistrements. Aujourd'hui, il y a un consensus d'au moins 14 jours à 21 jours, 2-3 semaines. Donc par exemple, c'est un premier champ d'application qui est absolument majeur. Mais après, il y a plein d'autres champs où on peut aller. Soit on rentre effectivement dans améliorer le parcours du soin pour le suivi, par exemple, des patients avec des cardiomyopathies. Des cardiomyopathies hypertrophiques qui sont à risque rythmique majeur, mais aujourd'hui, d'ailleurs, les recommandations disent qu'il faut faire des enregistrements d'au moins 48 heures parce que, encore une fois, c'est ce qu'on a. Et si on commence à avoir un meilleur suivi, encore une fois, il suffit de s'habiller. On commence à capter les informations de manière beaucoup plus importante et ça affine et ça améliore beaucoup la prédiction du risque pour un certain nombre de patients. Est-ce que ça peut devenir, parmi les listes de critères dont on dispose pour toutes les maladies, un élément indispensable? Vous parliez des myocardiopathie rythmique ou hypertrophique. Est-ce que ça peut devenir un élément important dans le diagnostic pour rajouter cet élément-là? Alors c'est exactement ça qu'on évalue à l'heure actuelle, c'est-à-dire que maintenant l'objet est là. Il a un marquage, donc on va pouvoir commencer à l'utiliser. Bien entendu, en fait, sa place dans l'ensemble des algorithmes diagnostiques qu'on a et dans les recommandations reste à évaluer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire dans différents domaines. Ça va commencer dans le post-infarctus par exemple, ça va commencer dans la fibrillation atriale. On peut aussi aller dans des endroits beaucoup plus originaux. On a une étude par exemple qui est financée et promue par la Fédération française de cardiologie pour mieux détecter les formes rythmiques des myocardites induites par anticancéreux et immunothérapie. Donc il y a eu une très très belle conférence hier, la conférence américaine de cardio-oncologie, on en parlait un petit peu au début, où malheureusement on pense qu'aujourd'hui 1 à 2% des gens développent des formes graves de myocardite induites par l'immunothérapie anticancéreuse. Donc il faut leur laisser leur chance de pouvoir guérir du cancer, mais il faut pouvoir détecter ces formes. Vous voyez que là on a une étude où prospectivement on va systématiquement proposer ce t-shirt connecté chez ces patients-là, de façon à pouvoir capturer tous les événements rythmiques liés à la myocardite, pouvoir mieux apprécier si c'est vraiment 1-2% ou plus, savoir qui développe ces formes-là, et peut-être les patients les plus à risque, proposer tout de suite un accompagnement pour leur éviter d'avoir des formes très très graves, puisqu'on est à peu près à 55% de mortalité aujourd'hui liée à ces myocardites. Vous voyez, donc on peut vraiment, finalement c'est un véhicule ce t-shirt.
il enregistre un électrocardiogramme, mais un électrocardiogramme pour la première fois pour le cardiologue, voilà, pour en faire quelque chose à des endroits où on n'avait pas les moyens de pouvoir aller. On est au début d'une nouvelle ère presque. Comment vous voyez les années qui viennent? Qu'est-ce que vous attendez comme chose précise qui vous pourrait encore vous améliorer l'effectivité de ce dispositif? Alors, vous le dites, c'est exactement ça, c'est l'intégration de la e-santé à l'intérieur de la cardiologie. C'est un mouvement qui existe depuis plusieurs années. Finalement, quelque part, on en parle beaucoup, on commence à aller dans le concret. Mais le t-shirt, par exemple, c'est un véhicule. Donc aujourd'hui, il a 15 électrodes, mais on peut imaginer qu'il capte aussi d'autres informations et qu'il se diversifie. En cardiologie, on n'est pas intéressé que par l'activité électrique d'un cœur, par exemple. On pourrait être intéressé par la saturation d'oxygène, par d'autres marqueurs, par exemple, qui pourraient aider au suivi des insuffisances cardiaques ou au suivi d'autres types de cardiopathie. Donc ça va être ça, en fait, l'évolution. On va avoir ces outils qui vont nous accompagner. Et puis je crois que c'était un peu le point final aussi de la session qu'on a eue, c'est que ça va aussi apporter aux cardiologues quelque chose de très intéressant, c'est que les maladies cardiaques sont des maladies de l'effort. Mais on voit nos patients au repos. On les voit dans un lit d'hospitalisation, on les voit en consultation bien sur leur chaise, et puis finalement à l'effort, alors on peut demander un test d'effort ou une épreuve ou quelque chose, ou une VO2, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc là, avec ces outils, ça permet aussi de commencer à sortir et avoir des nouveaux paramètres en vie réelle, dynamiques. On va pouvoir dire, ce patient finalement il ne fait pas beaucoup d'efforts, il me dit qu'il va bien, mais je commence à évaluer et à avoir cette information qui revient grâce à ces outils connectés. Et je pense que ça peut être une vraie révolution dans nos algorithmes de prise en charge. Et ça va se projeter bien sûr sur peut-être une décennie, mais il est évident qu'on va y venir. Est-ce qu'on peut dire que votre unité de recherche a un boulot conséquent dans les années qui viennent? On a du travail on a beaucoup de travail. On fait de l'évaluation de médicaments et de choses plus classiques. On s'est diversifié avec les objets connectés, avec par exemple la dénervation rénale, avec le professeur Azizi qui fait ça très très bien sur l'unité de recherche. Donc effectivement, c'était logique qu'on puisse continuer sur ces objets connectés. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en pleine expansion, on a de plus en plus. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.